Merci, monsieur le professeur, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous dire que je suis ravi d'être parmi vous, d'abord pour rencontrer de nouveaux collègues et aussi pour faire la connaissance, et je dois le dire, de trois collègues que j'ai beaucoup lus et qui m'ont beaucoup appris, et dont une va prendre la parole juste après moi, et le professeur Serfati et le professeur Chaumont, que je veux saluer, parce que en fait, le peu que j'ai pu faire vous doit beaucoup. Merci, messieurs. Dans la demi-heure qui m'est impartie, je vais vous parler d'une chose spécifique, qui est les chercheurs face aux effets des armes nucléaires en prenant un cadrage un peu spécifique, un peu français, et en faisant en fait acte de témoignage sur la trajectoire de recherche d'un collectif que j'ai créé à Sciences Po, qui s'appelle le Programme d'études des savoirs nucléaires en 2017, et dont la trajectoire et l'expérience témoignent de la plupart des adjectifs que vous avez choisis pour intituler ce colloque, c'est-à-dire la question de la neutralité, la question de l'engagement, la question de l'empêchement. Et j'ai voulu aussi ajouter le fait que malgré ça, il s'agit quand même de faire de la recherche et donc de présenter quelques résultats. Et c'est de ça que je vais vous parler dans le temps qui m'est imparti. Alors ceux d'entre vous qui trouvent peut-être cette entrée en matière bizarre ont raison, parce qu'a priori, vous pourriez vous dire, voilà, c'est un colloque sur la guerre, et il est bien gentil, le Benoît, là, mais sauf erreur de notre part, même si Hiroshima et Nagasaki ont nucléarisé la Seconde Guerre mondiale, il semblerait bien que la guerre nucléaire n'ait pas eu lieu. Donc pourquoi il est là pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer tant de temps à écouter ce sinistre bonhomme habillé en noir? Bon, d'abord, je veux commencer par vous dire que je ne suis pas aussi hors sujet que vous le croyez. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de collègues qui travaillent sur l'empreinte globale du phénomène des essais nucléaires, notamment le professeur Bo Jacobs, qui commence à parler des essais nucléaires comme phénomène global, comme une guerre nucléaire limitée et lente, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas. Je trouve que ce n'est pas un qualificatif approprié, mais ça nous donne déjà une idée, et ça nous rappelle, si vous voulez, que l'intensité de la violence nucléaire depuis 1945 ne permet pas de s'en tenir à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les armes nucléaires n'ont pas explosé en guerre depuis 1945. Il faut se rappeler d'abord, si on parle d'échelles industrielles, que nous, et là c'est le nous le plus englobant possible, nous, humanité, avons produit plus de 120 000 armes nucléaires, dont 12 000 sont encore présentes aujourd'hui, dont l'empreinte carbone n'a pas encore été mesurée et dont la plupart des effets sur nos sociétés ont été mesurés beaucoup plus tard. La plupart de ces armes sont bien plus destructrices que celle qui a rasé Hiroshima le 6 août 1945. Et, comme je vous le disais, depuis 1945, on a tendance à dire que ces armes n'ont pas explosé. Or, plus de 2000 essais nucléaires, donc plus de 2000 explosions, ont bel et bien eu lieu dans l'atmosphère ou sous terre, ce qui a abouti à littéralement libérer dans l'atmosphère l'équivalent de 29 000 Hiroshima. Ça, c'est le moment optimiste de la présentation. Si 1% du stock existant aujourd'hui explosait sur des villes, en particulier en Inde et au Pakistan, ça suffirait à mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons, du fait d'un phénomène qu'on appelle hiver nucléaire, voire à mettre fin à la vie sur la planète. La raison pour laquelle c'est particulièrement pertinent de se rappeler le caractère nucléaire du monde dans lequel nous sommes, c'est parce qu'aujourd'hui, les savants qui travaillent sur ces questions font face à un moment politique particulier où il y a deux perspectives politiques antagonistes qui se présentent pour proposer des futurs littéralement incompatibles. Vous avez une coalition qui dit, voilà, la sécurité nationale et internationale se structure grâce aux armes nucléaires, et donc c'est la position des États dotés d'armes nucléaires et d'un nombre substantiel de leurs alliés, et une coalition qui dit, en fait, les armes nucléaires ne sont pas un instrument de sécurité, mais sont un problème de sécurité, et donc la solution, c'est de se débarrasser du problème, donc de se débarrasser des armes. Et cette seconde coalition se structure essentiellement autour du traité d'interdiction des armes nucléaires entré en vigueur en 2021, mais un peu au-delà aussi. Donc les savants qui travaillent sur ces sujets sont pris dans ce moment politique particulier qui est le nôtre.
Et c'est d'autant plus important que, pardon, je suis désolé pour ceux qui savent toutes ces choses, je fais des rappels élémentaires, mais la raison pour laquelle ce moment politique est important, c'est aussi parce que, contrairement à l'impression qu'on a quand on parle de la taille de ces arsenaux, et notamment de la modernisation en cours, on a une impression d'impossibilité matérielle du démantèlement. Or, le démantèlement est matériellement très possible. Et mes collègues Zia Mian et Moritz Kutt ont montré qu'il nous faudrait moins de 10 ans pour démanteler la totalité de l'arsenal nucléaire planétaire, même en l'absence de progrès technologiques. Par exemple, en moins de 10 ans, entre 1987 et 1996, les États-Unis ont démantelé plus de 3 fois plus d'armes que ce qu'il ne leur reste aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une situation où la question du choix politique et stratégique pour l'avenir du pays, du monde et du continent se pose. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais essayer de vous dire que quand on travaille sur ces questions, comme on l'a fait en tant qu'équipe interdisciplinaire, avec donc moi je suis chercheur en sciences sociales, mais il y avait aussi des historiens, des physiciens, des designers d'enquête d'opinion. On a construit notre recherche sur la base d'un objectif de neutralité comme forme d'engagement au service de la possibilité du choix démocratique. Et ce que j'entends par neutralité, je vais y insister, c'est un non-alignement sur l'une ou l'autre des positions. C'est-à-dire on n'est pas au service de l'objectif de désarmement, on n'est pas non plus au service de l'objectif de la nucléarisation perpétuelle, on est au service de la production de connaissances qui rend le choix possible. Et face à ça, on a fait face à un nombre substantiel et assez surprenant en fait, de tentatives d'empêchement. Et je vais utiliser un mot pas très heureux qui est l'empuissantement sur comment on peut faire de la recherche malgré ça, parce qu'il me semble que même si on revient sur Grothendieck, je pense qu'une des grandes tristesses des lecteurs de Grothendieck, c'est quand même on aurait aimé qu'il continue à écrire peut-être plus que Récoltes et Semailles et qu'il fasse autre chose que ce retrait-là. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats de l'équipe malgré ces empêchements. Et je terminerai en parlant des implications pour l'enseignement. Parce que quand on parle de recherche, il faut aussi penser que cette recherche, elle a pour vocation de se transmettre aux futurs citoyens et aussi à nos collègues futurs chercheurs. Et donc, sur la question nucléaire, il y a vraiment un enjeu de qu'est-ce qu'on enseigne et est-ce qu'on enseigne quelque chose? Voilà. Et je tiendrai le temps, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Ça, je vous l'ai dit. Et donc, cette neutralité, c'est une attitude analytique vis-à-vis des arguments communs, parce que les arguments qui existent de manière latente ou présente en fait dans le discours officiel, journalistique, expert, et quand c'est rare, ils sont mentionnés dans le discours académique, sont des arguments qui supposent qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à la politique en cours ou des discours un peu triomphalistes sur le fait que la politique menée est de toute façon la meilleure politique possible. Face à ça, ce qu'il faut faire, c'est en fait objectiver, enfin ce qui moi m'a semblé nécessaire de faire, c'est objectiver les effets de la nucléarisation du monde et des politiques menées dans ce sens, et objectiver la condition de vulnérabilité nucléaire qui avait été documentée déjà à la fin des années 50 et au début des années 60, et que les sciences sociales, si j'étais taquin, je dirais, se sont énamourées dans le fait qu'elles l'oublient de manière systématique. Face à ça, de quels empêchements est-ce que je parle? D'abord, de l'absence de structure et de champ. Quand je reviens de Princeton à la fin de l'année 2016, en disant une chose d'une platitude absolue, à savoir je vais créer un programme de sciences sociales sur le phénomène nucléaire en France, je m'aperçois d'abord que dans toutes les revues de ma discipline en langue française, toutes, quel que soit le pays, il y a dans les 3 dernières décennies zéro, je répète, zéro article sur les conséquences politiques de la nucléarisation du monde et la possibilité d'une catastrophe nucléaire globale. C'est pas, vous entendez bien, hein, c'est pas du tout du corporatisme de ma part, c'est pas ils m'ont pas cité tous les mardis matins. Non, il y a zéro article depuis 30 ans. Voilà. Ce qu'on a, c'est des collègues qui font du droit international, essentiellement positiviste, et une histoire diplomatique très dépendante
du discours des participants à l'aventure nucléaire française qui se limitent à leur questionnement et dont on va voir par ailleurs qu'elle commet des fautes méthodologiques gravissimes. Deuxième source d'empêchement, ça c'est les philosophes qui nous l'ont déjà montré, le caractère dit inimaginable de la possibilité de la catastrophe, ça c'est l'intuition de Gunther Anders sur le décalage prométhéen. Et du coup, vous voyez bien, quand je dis absence de structure et de champ, les propos en français puissants sur ces questions-là, ils existent en philosophie, chez notamment les lecteurs de Gunther Anders. Moi, j'ai un compagnonnage intellectuel de longue haleine avec Jean-Pierre Dupuy ou avec des gens comme Marc Crépon. Mais en sciences sociales, on n'avait pas vraiment grand-chose. Ensuite, on a évidemment des empêchements de nature réglementaire. Le secret nucléaire, la complexité technologique de l'objet de recherche, on va en parler, la subordination des questions de recherche à celles des acteurs et de l'État, les barrières disciplinaires. Je vous dirai ensuite pourquoi les barrières disciplinaires ont été un obstacle spécifique. Et ensuite, il y a eu des empêchements actifs, à savoir des tentatives de disqualification, suggérant que la recherche indépendante est soit impossible, soit idéologique, parfois les deux, parce que les tentatives de disqualification ne s'interdisent jamais la contradiction. Elles vous l'interdisent à vous, mais elles ne se l'interdisent jamais à elles. Une indifférence aux résultats, voire le déni de leur existence, même quand ces résultats sont validés à échelle internationale, et des pressions diverses sur lesquelles je ne dirai rien pour ne pas amplifier les tentatives d'intimidation. Alors, face à l'absence de structure et de champ, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est la création d'un espace qui rend possible la recherche indépendante, dont je vais spécifier les traits dans le reste de cette présentation. Face au secret nucléaire, tout simplement, on a décidé de conduire une recherche archivistique et par entretien dans d'autres États ayant collaboré avec les acteurs étudiés. Là, on parlera par exemple de la France, mais ayant d'autres régimes de classification. On a pu par exemple mettre au jour, et je pense au travail de ma collègue Anna Konieczna, un partenariat entre la France et l'Afrique du Sud dans les années 60 en termes de formation et en termes de développement du programme nucléaire sud-africain, ce qui nous permet aussi de comprendre ce que faisait la France à partir de documents qu'on a trouvés en Afrique du Sud et qui ne sont pas disponibles en France. On a travaillé aussi à partir de documents anciennement déclassifiés afin de demander davantage de déclassification. Et là, c'est le travail dont vous avez peut-être entendu parler de mon collègue Sébastien Philippe et de Thomas Status sur les conséquences les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie, et en particulier de l'essai Centaure, dont on a pu démontrer qu'il a contaminé plus de 110 000 Polynésiens au-delà de ce qui leur donne droit à compensation dans le cadre de la loi Morin. Ça, c'est devenu possible grâce à des documents déclassifiés et fuités à Vincent Jauvert, au Nouvel Observateur en 2013, dont personne n'a strictement rien fait depuis 2013 et qu'on a pu utiliser pour justement remodeler la trajectoire du nuage pour objectiver la contamination. Troisième possibilité, l'analyse technique de la performance de l'arsenal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on parle de la crédibilité de la dissuasion française en France, les gens qui en parlent sont des historiens diplomatiques. Donc on parle de la crédibilité d'un arsenal en n'évaluant jamais sa crédibilité technique, ce que je ne commenterai pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, évaluer sa crédibilité technique, on peut le faire, parce que les données sont disponibles. Et donc, c'est ce que nous avons fait avec Sébastien Philippe, et ce qui nous a permis de montrer qu'au moins jusqu'en 1974, l'arsenal nucléaire français n'était pas capable d'atteindre les cibles qui s'étaient assignées. La subordination des questions de recherche à celles des acteurs et de l'État, face à ça, il suffit simplement d'élaborer de nouvelles questions de recherche. La première qui est un peu frappante, c'est comment traiter ce discours dont la fréquence m'a beaucoup surpris dès 2017. C'est-à-dire vous avez beaucoup d'officiels aux États-Unis, en Union soviétique, mais aussi au Royaume-Uni, qui disent, alors qu'ils auraient intérêt à dire le contraire, que dans des cas particuliers, et la crise de Cuba est le plus célèbre, mais il y en a de nombreux autres, ce qui a empêché des explosions nucléaires non désirées, c'est la chance. Alors, si vous avez vu le documentaire d'Errol Morris sur la vie de Robert McNamara, il fait ce geste devenu célèbre « In the end, we lucked out. We came that close to nuclear war ». Et donc, la question, c'était « Mais qu'est-ce qu'on fait
de ces affirmations-là. Qu'est-ce que c'est que cet objet chance? Est-ce qu'on peut le traiter comme un objet de sciences sociales? Comment décider le rôle de la chance? Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on peut. On peut regarder aussi quels sont les effets de la nucléarisation du monde au-delà du débat des études stratégiques sur la stabilité. On peut regarder les effets de la nucléarisation des États sur leur structure interne et sur la possibilité de la démocratie. On peut évaluer les effets des essais nucléaires, je vous en ai parlé, et les effets des politiques nucléaires en général. Donc il s'agit là, pour résister à la subordination systématique des questions de recherche à celle des acteurs et de l'État, simplement de créer de nouvelles questions et de mettre en place des dispositifs de recherche interdisciplinaire qui permettent d'y répondre. Dernière question, quels sont les déterminants de la prolifération? Face au caractère inimaginable de la possibilité de la catastrophe, tel que documenté par Gunther Anders et plus tard aussi en psychologie par des collègues comme Paul Slovic, ce qu'on a fait, c'est simplement de se focaliser sur les explosions qui ont bel et bien eu lieu et leur réception globale, Hiroshima, Nagasaki, les essais nucléaires, et aussi de travailler sur la réception de la fiction afin d'établir quels gestes esthétiques ont permis de dépasser cette impossibilité à imaginer la possibilité de la catastrophe. Et on a trouvé 4 gestes esthétiques qui, après la guerre froide, disparaissent. On a un travail en cours à partir de sondages et d'entretiens sur la réception du blockbuster Oppenheimer de Christopher Nolan, qui promet d'être le récit des origines qui va marquer une génération entière de spectateurs qui n'a pas accès à beaucoup d'autres représentations fictionnelles que celle-là. J'en arrive aux tentatives de disqualification suggérant que la recherche indépendante est impossible ou idéologique. Ces tentatives de disqualification opèrent par des classifications étranges. Notamment, on nous a dit très régulièrement qu'on était financé par des financements publics et que donc, nous avions une obligation, si ce n'est de répéter le discours officiel, sauf à avoir un biais, nous devions en tout cas ne pas aller à l'encontre du discours officiel. Ce qui est frappant de mon point de vue, c'est que la discussion sur les financements opère sur cette dichotomie public-privé et n'inclut pas d'autres distinctions qui, de mon point de vue et du point de vue de l'éthique de la recherche élémentaire, sont tout à fait fondamentales, à savoir la distinction entre les fonds de financement porteurs de conflits d'intérêts versus ceux qui ne le sont pas, ou les financements issus de l'évaluation par les pairs du travail scientifique passé, présent et à venir versus ceux qui ne le sont pas. Systématiquement, et à une exception près, les arguments que nous avons avancés n'ont pas été réfutés. Ce qui était fait, c'était un procès d'intention que vous connaissez sans doute. On a été accusé, ça c'est un renversement réel de ce qui s'est passé, on a été accusé de cancel culture et de produire une entreprise idéologique de déconstruction. Alors tout ça c'est fait dans la presse, hein. On n'a, à une exception près, jamais de réponse scientifique. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça a échoué. Mais c'est des tentatives d'intimidation assez spécifiques et soutenues. La plus belle, dont je ne cite pas l'auteur parce qu'il ne mérite pas, c'est celle-ci. Vous apprécierez sans doute, encore une fois, publié dans un ouvrage, dans une collection non scientifique. Monsieur détermine qu'il faut limiter la liberté de la recherche au moment où elle sape le socle commun d'une politique de défense crédible. Ce que je trouve absolument fabuleux dans cette affirmation-là, c'est qu'on pourrait discuter de cette affirmation si on se met tous d'accord sur comment on détermine que la politique de défense est crédible. Or, le monsieur en question, justement dans la seule réponse scientifique à laquelle on a eu accès, nous a expliqué que pour déterminer la crédibilité de la force de frappe française, la seule source légitime étaient les intentions du décideur français. Nous, on s'est fatigué, si vous voulez, à faire une évaluation normale et sérieuse, à savoir, pour déterminer la crédibilité d'une force de frappe, ce que vous faites, c'est que vous faites une évaluation technique de ses capacités, que ces gens considèrent qu'il n'est pas nécessaire de faire et pas souhaitable de faire, et ensuite vous allez mesurer la perception des ennemis et des alliés, parce que c'est vis-à-vis d'eux qu'elle est crédible. Mais tout ça, c'est considéré comme de l'anathème. Donc face à ça, si vous voulez, moi je peux répondre rien de mieux que de dire, écoutez,
Depuis l'âge de 3 ans, je suis sincèrement désireux d'avoir un tapis volant. La sincérité de mon désir n'a pas aidé la carpette à décoller, et c'est la même chose pour la première génération de la force de frappe. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois, et si vous avez d'autres idées, je suis vraiment preneur parce que c'est une recherche en cours, qu'on peut encore objectiver la distinction entre communication et recherche indépendante. D'abord en disant qu'on peut refuser, et que la recherche indépendante peut, à mon avis, et doit refuser tout financement porteur de conflits d'intérêts. C'est ce que nous avons fait. C'est pour ça qu'on a été financé sur la base, encore une fois, de la reconnaissance du travail scientifique par l'ANR, le Conseil européen de la recherche et de financement Marie Curie. On a pu aussi objectiver les preuves des effets de ces financements porteurs de conflits d'intérêts sur l'analyse, parce que ça aussi, en France, on suppose qu'il n'y a pas d'effet de financement porteur de conflits d'intérêts sur l'analyse politique nucléaire, alors que ces effets ont été documentés partout ailleurs. Et donc, quand on fait un travail à peu près sérieux, on trouve aux surprises que ce qui est vrai partout ailleurs est vrai là aussi. C'est totalement trivial, mais apparemment, ça méritait d'être dit. Le refus de la naturalisation des catégories des acteurs comme catégorie d'analyse. En France, vous entendez très régulièrement la qualification de l'arsenal nucléaire national comme la dissuasion. Mais si on accepte cette labellisation a priori, alors on suppose déjà que l'arsenal nucléaire national dissuade, qu'il dissuade de ce dont on veut qu'il dissuade et qu'il ne fait que dissuader. Ça fait beaucoup de postulats. Vous pouvez juste l'appeler arsenal nucléaire national et ensuite mesurer ce qu'il fait. Comme je vous disais, il s'agit de refuser de prendre les affirmations d'intention comme preuve suffisante des effets des politiques. Et ça, c'est l'objet de notre débat avec des historiens qui s'autoproclament autorisés et qui littéralement nous disent parce que De Gaulle voulait que l'arsenal fonctionne, alors il faut accepter, il faut répéter que l'arsenal était crédible. Alors apparemment, ils ont un mépris absolu pour tous les travaux qui ont été faits pour dire que, y compris la voix de De Gaulle lui-même, qu'on lui mentait, qu'il était mal informé, que ses préférences n'étaient pas suivies. C'est pas grave. Ces gens-là veulent qu'on répète que les preuves des intentions sont suffisantes comme preuve des effets, ce qui est évidemment pas raisonnable. Et on peut avoir une stratégie, en tout cas c'est ce qu'on a choisi, de publication systématique dans des revues internationales évaluées par les pairs. En faisant ça, on arrive à 5 résultats que j'appelle aussi découvertes pour, si vous voulez, encourager l'équipe. Ce n'est pas du tout par égomanie. Le premier répertoire de découvertes, c'est requalifier la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, qu'on entend souvent présentée comme une protection, n'est pas une protection, c'est un pari sur la vulnérabilité et sur la chance. Alors que la discussion sur les essais nucléaires et la discussion sur la dissuasion nucléaire sont des discussions souvent séparées, il faut se rappeler que c'est au nom de la crédibilité de la dissuasion que ces partisans ont justifié les essais nucléaires. Donc il faut raccrocher ces deux discussions. Et enfin, il faut se souvenir que l'objectif de dissuasion nucléaire n'explique pas la forme que prend l'arsenal nucléaire développé et déployé, au moins jusqu'en 1974. Après 1974, je ne me prononce pas, simplement parce que nous n'avions pas les données qui permettraient de le faire. On a pu aussi, deuxième résultat, établir le rôle de la chance dans l'évitement d'explosions nucléaires non désirées comme décidable et démontré à partir d'archives et d'entretiens, et probablement sous-estimé simplement parce que ces archives et ces entretiens ne portent que sur les États-Unis, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure la France, et que Sidney Drell, qui est le physicien qui a présidé le panel présenté au Congrès américain en 1990 sur les cas de presque, ce qu'il appelle les broken arrows, m'a dit en 2013 que de son point de vue, il en restait encore beaucoup à découvrir, même aux États-Unis. Et là, vous voyez bien qu'évidemment, on ne prend pas en compte les 8 autres États dotés d'armes nucléaires sur lesquels on ne sait strictement rien. Donc, supposer que mon évaluation du rôle de la chance est exhaustive, c'est supposer que, alors qu'il y a eu plus de 10 cas de chance aux États-Unis, il y en a eu 0 dans les 8 États dotés d'armes nucléaires sur lesquels on ne sait rien, et au cours des 30 dernières années sur lesquels on ne sait rien dans aucun État de toute façon, du fait du secret nucléaire et du secret de la défense nationale. Troisième résultat, la requalification de la prolifération horizontale, dont le rythme est infiniment plus lent qu'annoncé, alors que les experts que vous connaissez tous et dont je ne nommerai pas le nom
font leur travail en répétant depuis 2006 que l'Iran va avoir la bombe demain matin. Ça fait jusqu'à présent 18 ans qu'ils ont tort. Et on peut objectiver que le rythme de la prolifération est beaucoup plus lent qu'annoncé, que, contrairement à ce qu'ils répètent, le désir d'armes nucléaires n'est pas intrinsèque, et que les effets des actions des États dotés sur la prolifération sont sous-estimés. On a pu documenter ces effets. Je vous répondrai si vous êtes intéressé par ces questions. Quatrième résultat, la nucléarisation du monde a des effets sur la démocratie et sa possibilité, qu'on considérait comme absent simplement parce qu'on n'avait pas posé la question jusqu'à présent. En travaillant à partir de sondages, on a pu démontrer de manière claire qu'il n'y a pas de consensus dans l'opinion française sur la politique de dissuasion nucléaire. Il n'y a pas non plus d'opposition, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais cette politique a produit une dépolitisation, c'est-à-dire a produit un corps des citoyens qui affirme son sentiment d'impuissance face à cette politique. Ceux qui sont dans le soutien actif, une fois qu'on leur explique ce que la politique exige d'eux, c'est moins de 25% du corps politique. Et si on regarde dans les archives, ça n'a jamais été supérieur à 50%. Deuxième sous-résultat, les politiques d'acquisition d'arsenaux nucléaires produisent des poches de secret qui empêchent la reddition de comptes. Et ces poches de secret ne disparaissent pas, même quand les programmes sont interrompus. Là, je pense au cas de la Suède. C'est la thèse et le travail suivant de mon collègue et mon ancien doctorant Thomas Fraise, qui a travaillé sur le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, à partir de sources primaires dont certaines étaient inédites. Et en théorie politique, on peut montrer une incompatibilité radicale entre les exigences de la démocratie et celles des politiques nucléaires. L'intensité de cette incompatibilité varie en fonction de l'idée qu'on se fait des exigences de la dissuasion nucléaire. Ça, c'est un article à paraître. Dernier type de résultat, les essais nucléaires français ont eu des conséquences sanitaires. C'est encore une fois le travail de Sébastien Philippe, qui est un travail interdisciplinaire qui mobilise des archives et une modélisation de la trajectoire du nuage radioactif suite à un essai, l'essai Centaure de juillet 1974, et dont je répète, on a pu établir qu'il a contaminé plus de 110 000 Polynésiens au-delà de la dose qui leur permettrait d'exiger réparation, d'après la loi Morin de 2010. Tout ça a des implications considérables sur la façon dont on enseigne le fait nucléaire. Je vois qu'il me reste 2 minutes, je vais me presser. En l'absence de l'engagement que je vous ai présenté aujourd'hui et de sa traduction en classe, eh bien, ce que nos étudiants auraient, ce sont des contre-vérités, soit enseignées, soit simplement acceptées parce qu'on n'en parle pas en classe. Donc, il me semble que pédagogiquement parlant, une fois que ces résultats existent, qu'ils sont le fruit d'une recherche non teintée par le conflit d'intérêts et validée par des processus d'évaluation par les pairs, dans nos classes, il faut commencer par éviter ce déni de la vulnérabilité et l'illusion de la protection qui peut prendre la forme de l'incrédulité, vous vous souvenez du problème de l'imagination, qui peut prendre la forme du silence, c'est-à-dire évidemment, si on ne parle pas en classe de ces choses-là aux étudiants, ils vont accepter simplement le discours ambiant, ils vont tomber sur des illusions de la crédibilité immédiate de la force de frappe, et ces illusions sont objectivables. C'est-à-dire, dans mon ouvrage, j'ai aussi interrogé les députés qui sont membres de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, dont un nombre substantiel m'a dit qu'ils croyaient que dès l'entrée en service du Mirage 4 en 1964, la force de frappe était crédible. Or, ça, c'est démontrablement faux. Ils vont croire qu'il n'y a pas d'effet de la nucléarisation sur la démocratie, ils vont croire qu'il y a du consensus en France, ils vont croire que les essais nucléaires sont propres, et ils vont croire qu'ils n'y peuvent rien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Il me semble qu'il faut commencer par prendre acte du sentiment d'impuissance de nos élèves et du défi d'imagination de la possibilité de la catastrophe nucléaire. Il faut communiquer, moi je vous proposerai en tout cas, de communiquer sur le fait que nos élèves ne peuvent pas choisir de ne pas être affectés par la nucléarisation du monde. Parce que leur pari premier, c'est de se dire, même quand ils ont un cours sur ça, c'est de se dire, écoutez, soit la catastrophe nucléaire arrive et à ce moment-là, on est mort et c'est fini, mais soit elle n'arrive pas
Et à ce moment-là, si elle n'arrive pas, on vivra quand même beaucoup plus heureux si on n'y pense jamais et si on oublie immédiatement ce que vous venez de nous dire. Je pense que la réponse à ça, c'est de leur dire, ça irait si vous aviez le choix de ne pas, s'il était possible pour vous de choisir de ne pas être affecté. Or, même si la catastrophe n'arrive pas, vous êtes déjà affecté en tant que citoyen d'un État doté d'armes nucléaires, puisque l'État nucléaire a des demandes à votre endroit, en tant que contribuable, en tant que cible, et en tant que délégataire de l'autorité que le président va utiliser si jamais il utilise l'arsenal nucléaire national. Donc le choix que nos étudiants ont, c'est d'être actifs ou passifs. Face à ça, on peut, devant eux, objectiver les tentations du déni de la vulnérabilité nucléaire, ne jamais diminuer les standards d'administration de la preuve, c'est-à-dire à aucun moment, je leur demande de me croire sur parole, mais il faut leur dire qu'à aucun moment ils ne devraient croire qui que ce soit sur parole. Et il me semble qu'il faut leur offrir les instruments méthodologiques qui permettent de distinguer la communication, qu'elle soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, des résultats de recherche validés et vérifiables. Et en faisant tout ça, on peut leur proposer différentes politiques possibles, articulées avec des paris sur l'avenir et des choix de valeur, afin de leur redonner de l'agentivité. J'espère que ça vous a intéressé. Je termine juste en vous montrant les couvertures des 3 ouvrages que l'équipe a publiés. Je me réjouis de vos questions, commentaires et critiques. Merci.